Les podcasts du Figaro. « 300 000 touristes français affluent chaque année sur les côtes de Floride. Mais parmi eux, combien savent que cette ancienne colonie espagnole a été, pour un temps très bref, la terre du roi de France Charles IX, et qu'elle a été le théâtre d'une tragique odyssée à la fois terrestre et navale. Sans doute très peu. Cette aventure oubliée ne figure pas plus dans les livres d'histoire américains que dans les manuels français. La raison en est bien connue des historiographes et se résume en cette fameuse formule « malheur aux vaincus ». Pourtant, une fabuleuse découverte sous-marine pourrait bientôt permettre de combler cette lacune. Tout commence en 2016, lorsque des plongeurs de la société Global Marine Exploration, qu'on appellera la GME, repèrent de bien curieux vestiges immergés au large de Cap Canaveral. Bonjour, je suis Anne-Emmanuelle Isaac et bienvenue dans les récits du Figaro. Parce qu'elle nous plonge dans les mystères de l'histoire, les grandes chasses au trésor fascinent. Qu'il s'agisse de trains enfouis dans les entrailles de la Terre ou de bateaux engloutis par les océans, ces traques ont souvent des enjeux importants. Des enjeux de mémoire, des enjeux financiers. Elles nourrissent aussi la passion des aventuriers, mais parfois celle des États. C'est sous la vase, à 5 mètres de profondeur, que les plongeurs de la GME les ont aperçus. 3 lourds canons de bronze à l'effigie de la fleur de lys, une immense ancre et des boulets de canon. Des reliques beaucoup plus récentes les entourent. Ce sont des débris de lanceurs spatiaux qui datent de la conquête spatiale. Les ouragans qui balaient fréquemment le littoral ont fait ressurgir ces pièces inestimables. Lorsqu'il rend public sa découverte, Robert Pritchett, le patron de la Global Marine Exploration, sollicite l'avis d'historiens professionnels. Et la nouvelle stupéfie le petit monde franco-américain des archéologues et des archivistes paléographes. Selon la GME, les canons seraient au nombre de 22. C'est une bonne nouvelle pour cette entreprise puisqu'elle revendique le trésor et espère en retirer une exploitation fructueuse. Et ce chiffre de 22 canons, c'est aussi ce qui les a mis sur la piste suivante, celle de la Trinité, ce 3-mât de 24 canons qui a disparu en 1565 à l'issue d'une expédition désastreuse sur les côtes de Floride. Se pourrait-il donc que la flotte du corsaire dieppois Jean Ribaut ait été retrouvée ? Les premières images sont floues, mais elles révèlent une autre surprise. Il s'agit d'un pan de stèle en marbre sur lequel sont frappées 3 fleurs de lys. C'est la stupéfaction. Les chasseurs de trésors américains tiennent peut-être là une pièce à conviction rarissime. Elle témoignerait d'un fait historique majeur, mais sans lendemain. L'implantation d'une colonie française, 70 ans seulement après l'arrivée de Christophe Colomb. Une implantation antérieure à celle des Espagnols sur cette même terre. L'histoire aurait en effet pu être tout à fait différente. La Floride aurait pu suivre l'émergence de la Nouvelle-France et fonder un empire français sur ces terres inconnues. Car à ce moment-là, les Espagnols concentraient leurs ressources sur les Caraïbes et les Anglais n'avaient pas encore eu l'idée de s'intéresser à ces nouveaux territoires de l'Ouest. Parmi la poignée de stèles taillées autour de 1561 pour l'expédition Ribaut, aucune n'a survécu. Et voici que l'une d'entre elles ressurgit des flots, rappelant aux Américains de Floride leurs origines françaises. Car s'il s'agit bien d'elle, la stèle de marbre qui a été retrouvée devant le Cap Canaveral avait un rôle précis. Elle devait asseoir la suprématie du roi de France sur les terres du peuple indien Timucua, et donc contester la suprématie ibérique au-delà de l'Atlantique. L'archéologue marin de Sainte-Augustine, Chuck Med, s'enflamme. C'est le joyau de la couronne. Il s'agit de la plus ancienne épave de tout le Nouveau Monde, de la pointe de l'Amérique du Sud jusqu'au Canada. C'est l'histoire américaine, celle de la naissance de la Floride. Bref, l'histoire des origines. L'extraordinaire site du Cap Canaveral nous renvoie à un épisode tumultueux de l'histoire de France, celui des guerres de religion qui ont déchiré catholiques et protestants jusqu'au massacre de la Saint-Barthélemy en 1572.
Lorsqu'il est choisi pour s'attaquer à la Floride, Jean Ribault est le navigateur préféré de l'amiral Gaspard de Coligny, le patron de la marine royale. Le but de cette entreprise coloniale était clair, rompre le monopole espagnol sur les richesses du Nouveau Monde. À cette occasion, Ribault fait placer une stèle de marbre à l'embouchure du fleuve de Mai, qu'on appelle aujourd'hui le St. John's River. C'est cette stèle que les Espagnols prendront un malin plaisir à abattre. Il fallait effacer jusqu'au souvenir de la présence française dans la région. Ribault rentre en France. Il veut rendre compte à l'amiral Coligny du succès de son entreprise. Mais quand il débouche dans le port de Dieppe, la guerre vient d'éclater. Elle oppose le pouvoir catholique et ceux qu'on appelle les Huguenots, à savoir les protestants. Ribault fuit alors en Angleterre, mais il sera emprisonné à la Tour de Londres pour avoir refusé de servir la reine Élisabeth. Pourtant, le récit de ses pérégrinations va donner des idées au pouvoir anglais, qui va commencer à tourner le regard vers ce nouveau monde prometteur. Quand Ribault sort enfin de prison en 1564, il apprend que les hommes qu'il a laissés sur les côtes de Floride ont déserté la reboute de Charlesfort. Tout est à refaire. Une deuxième expédition est partie sans lui et a érigé un autre bastion. C'est celui de Fort Caroline, où se trouve aujourd'hui la cité de Jacksonville, tout près de la Caroline du Sud. Mais là encore, les colons s'apprêtent à tout quitter à l'été 1565. Car ces marins sont peu doués pour l'agriculture, et à force de quémander de l'aide aux Indiens qui étaient pourtant bienveillants au départ, ils ont fini par les lasser. Ils ont même réussi à éveiller la fureur de Madrid à force d'attaquer les navires espagnols chargés des richesses sur la Carrera de Indias. C'est à ce moment-là que surgit une puissante escadre française commandée par un revenant, Jean Ribault. Avec 3 navires de guerre et 4 bateaux de transport, Jean Ribault emmène 600 colons. Hommes, femmes, enfants, soldats et marins, tous sont chargés de consolider Fort Caroline. Mais il est suivi par une autre escadre, espagnole celle-là, et plus puissante encore. Elle est commandée par l'amiral Pedro Menéndez de Avilés. Elle a reçu pour mission du roi Philippe II de traquer les Français et de les tuer jusqu'au dernier. Ribault est protestant, tout comme 85% de ses compagnons d'infortune. La couronne d'Espagne ne peut tolérer un tel affront. Impossible d'éviter la bataille, et c'est sur un coup du destin qu'elle va basculer. Le 10 septembre 1565, Ribault prend la mer avec ses navires. Il compte prendre à revers le fort espagnol de Sainte-Augustine et la flotte de Menéndez. Mais une monstrueuse tempête s'abat sur les navires français. Ils coulent ou finissent par s'échouer sur des bancs de sable. 500 naufragés dont Jean Ribault gagnent la plage. Ils sont à bout de force et se rendent le 24 septembre. Ribault est décapité sur place. Ceux qui accepteraient de se convertir devaient être épargnés. Mais tous refusent. Seuls 10 marins catholiques auront la vie sauve. Entre-temps, Menéndez est emparé de Fort Caroline. Hommes, femmes, enfants, tous passent sous le fil de son épée. Ce qu'il justifiera en disant « Je n'ai pas fait ceci comme un Français, mais comme un luthérien. » Le terrible massacre fut raconté en France par l'adjoint de Ribault, un certain René de Laudonnière, qui fut un des rares survivants. Cela provoqua un écho retentissant. En 1567, le Gascon Dominique de Gourgues veut venger Ribault. Il monte une expédition de 3 navires. Quand il parvient devant la Floride, il pille et massacre tous les Espagnols qui croisent son chemin. Et avant de rentrer en France, il laisse en réponse à Menéndez une pancarte où sont gravés ces mots. « Je n'ai fait ceci ni comme un Espagnol, ni comme un Juif d'Espagne, mais comme un traître, un voleur et un meurtrier. » Mais le mal est fait. L'éphémère tentative de colonisation huguenote de la Floride s'achève dans un bain de sang. Et la Trinité sombre dans l'oubli. Jusqu'à l'extraordinaire découverte de Pritchett. Le 29 juin 2018, la justice finit par trancher en faveur de la France en s'appuyant sur une loi de 2004, le Sunken Military Craft Act. L'épave était certes un navire de guerre, mais d'après cette loi, sa nation d'origine en reste l'unique propriétaire. Cette décision devrait donc permettre la récupération de l'épave par l'État de la Floride. Kate Fleming, la directrice du musée maritime de Sainte-Augustine, ne cache pas son enthousiasme. Cette décision va permettre la récupération de l'épave par l'État de Floride, en coopération avec la France. Il s'agit de l'histoire fondamentale de notre État. Cette épave est la plus importante de toutes celles trouvées dans les eaux floridiennes. Surtout, l'essentiel est sauf. Aucun arpenteur d'épave ne pourra plus revendiquer la Trinité. Il reste néanmoins à délimiter le cadre des fouilles à venir, à établir une feuille de route pour le renflouement des canons de bronze et de la fameuse stèle, et à financer leur restauration.
Le 21 décembre 2018, l'État de Floride et la France signent une déclaration d'intention sur la mise en valeur du site archéologique de l'épave. Il faut encore lui trouver un cadre juridique et scientifique au niveau fédéral. Or, les négociations continuent de patiner, ce qui attise la frustration des descendants de Ribault. Le risque est aussi que certaines reliques disparaissent. Des plongeurs peu scrupuleux pourraient rôder dans les eaux alentours. Mais c'est un risque que les archéologues ne prennent pas très au sérieux. L'épave se trouve au nord de Cap Canaveral, juste en face des rampes de lancement de la NASA. Les gardes-côtes veillent donc en permanence sur le site. Le directeur du Centre d'archéologie historique de Floride, lui, se dit impatient que les fouilles commencent. Mais il ajoute dans un sourire « Après tout, la Trinité est là depuis 454 ans, je suis sûr qu'elle peut attendre encore un an. » Merci d'avoir écouté cet épisode, le dernier de notre série Les Grandes Chasses au Trésor. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, nous laisser des commentaires, des étoiles et partager cet épisode avec vos amis. Vous pouvez également nous suivre sur le site lefigaro.fr et sur nos réseaux sociaux. L'histoire est à l'origine un article écrit par Morin Picard dans le Figaro du 22 août 2019. Il a été adapté et raconté par Anne-Emmanuelle Isaac et il est monté par Ben Dely. Les podcasts du Figaro.